va commencer cette présentation des nouveautés de l'AV24. Si vous voulez avoir toutes les informations vraiment sur cette mise à jour, je vous invite à consulter aussi la liste des nouveautés Dietrich, mais aussi d'essais statiques, qui contient l'intégralité des améliorations apportées. Donc on va commencer directement cette présentation par un premier thème qui concerne l'installation. Donc je sais que certains d'entre vous ont déjà installé l'AV24, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous. Quelques généralités qu'il est bon de préciser. D'une part, c'est que la livraison a été effectuée donc au début de ce mois-ci. Si vous ne l'avez pas reçu, je vous invite à vérifier vos courriers indésirables ou spam, parce que c'est un logiciel qui envoie les mises à jour. Et parfois, ça part dans les courriers indésirables, notamment sur les adresses Orange, typiquement. Ça peut être aussi un problème d'adresse mail. Si vous ne le retrouvez pas, n'hésitez pas à nous contacter, soit en appelant le support ou en envoyant un email à support@dietrich.fr et on vérifiera tout ça. Au niveau de l'installation, quand bien même vous ayez été délivré de la version 24, il n'y a aucune obligation à l'installer immédiatement. Vous pouvez très bien finir vos projets sur la version que vous utilisez. Vous pouvez aussi, et c'est même recommandé, attendre une période un peu creuse ou une période où l'activité n'est pas intense pour installer la version 24 et pour éviter, bon, même s'il n'y a pas véritablement de problème d'installation connu, on ne sait jamais, il peut y avoir un cas particulier, donc ça ne sert à rien de se mettre dans des situations compliquées. On répond toujours sur les anciennes versions, donc si vous souhaitez l'installer dans un mois ou dans 2 mois, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau de l'installation, on recommande une installation standard si vous aviez déjà une version antérieure, ce qui doit être le cas pour vous tous. Donc la coche installation standard est déjà cochée au moment de l'installation. Il faut cocher les accords de licence, puis cliquer sur installer le programme. Pour que vos réglages soient récupérés, il faut obligatoirement que l'icône de raccourci de la version antérieure soit présente sur le bureau. Donc ça peut être la V23, la V22, peu importe. Si le logiciel détecte une version antérieure, il va vous proposer donc dans un menu déroulant de choisir à partir de quelle version vous souhaitez récupérer vos réglages. Donc s'il n'y a qu'une version, qu'un raccourci sur le bureau, la question ne se pose pas, mais s'il y en a plusieurs, vous aurez la liste de toutes les versions détectées. Donc il faut bien choisir la bonne. Et ensuite, il faut bien cliquer sur le deuxième bouton récupérer vos paramètres pour récupérer vos réglages. Dans tous les cas, si vous souhaitez repartir de zéro, vous cliquez sur le premier bouton installer les paramètres standards Dietrich. Vous aurez tous les réglages standards et en aucun cas ça va supprimer vos réglages dans l'ancienne version, puisque lorsqu'on clique sur récupérer vos paramètres, on vient faire une copie des réglages que vous aviez dans la version précédente et on les colle dans la version actuelle. Quel que soit le choix que vous faites, il n'y a pas de perte de données. Vous trouverez des vidéos sur l'ensemble des opérations sur l'installation dans la playlist installation de notre chaîne YouTube. Une fois que vous avez installé, il est quand même important de redéfinir le chemin des projets, puisque par défaut, les projets se situent dans le répertoire d'installation, donc sous C-Dietrich 24 Project, et via la fonction 5.3, donc configuration des répertoires depuis le menu, vous pouvez sélectionner la variable DHP Pro Route, cliquer sur le bouton modifier, comme on le voit sur la capture d'écran, et aller définir le nouvel emplacement de vos projets. On recommande toujours d'avoir les projets à l'extérieur de Dietrich, donc dans un chemin fixe, pour la simple raison que si vous souhaitez supprimer des anciennes versions, ça ne supprime pas vos projets. Concernant la base de données, donc la base de données, c'est quoi? C'est le catalogue de produits, c'est le répertoire des clients, des architectes, mais aussi différentes configurations. On a changé un petit peu le fonctionnement dans la version 24, c'est-à-dire que par défaut, la base de données est installée dans Dietrich, donc sous C Dietrich 24 DBA, et c'est la base de données Dietrich qui est installée. Ça veut dire que derrière ça,
il va vous falloir faire un échange de données. Il y a une vidéo là-dessus aussi sur notre chaîne YouTube. Donc c'est une fonction qu'on appelle depuis d'Infobat qui permet de définir ici, là en cliquant sur cette icône, le chemin de l'ancienne base de données. Donc par défaut, c'était sous cDHPDBA, dhpstam.fdb pour les versions 64 bits, mais il n'y a plus de version 32 bits depuis plusieurs versions. Et une fois que vous avez sélectionné l'ancienne base de données, vous allez sous comparaison matériaux, vous cliquez sur import depuis base externe matériaux, et vous allez avoir un tableau à 2 colonnes qui s'ouvre, qui est similaire à celui-ci. À gauche, la base actuelle, à droite, la base externe, donc votre ancienne base de données, et vous pouvez sélectionner un groupe ou un des matériaux et les récupérer donc en cliquant simplement sur la flèche qui va vers la gauche. C'est beaucoup plus rapide que les synchronisations qu'on faisait dans les versions précédentes. Ça se fait en quelques minutes, alors qu'avant, il fallait parfois attendre déjà 3-4 minutes avant qu'il analyse les deux bases de données. Après, il fallait qu'il fasse la synchronisation, donc c'était assez long. Donc on est venu sur une méthode qui est beaucoup plus rapide. On peut aussi récupérer les configurations de liste. Donc là, c'est pas dans le fichier dhpstam.fdb, mais dans le répertoire dhpdot.fra, mais la fonction reste la même, hein, c'est la fonction échange de données, 4.0, le raccourci clavier. On vient cliquer sur cette icône, on vient chercher le répertoire C-Dietrich 23 pour la version 23, mais c'est après adapté en fonction du numéro de version antérieure, d'hp.fra. Il n'y a qu'un seul bouton en dessous, vous ne pouvez pas vous tromper, configuration. Et après, c'est modèle de liste pour récupérer les modèles de liste. On peut aussi récupérer les paramètres d'optimisation et aussi d'autres paramètres comme, mais bon ça c'est très spécifique, c'est pour les transferts vers Excel. On a aussi une fenêtre qui s'ouvre qui est similaire à l'échange de données du catalogue de produits, mais aussi similaire à l'échange de données qu'on a dans la CAO pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Là aussi, vous trouverez des informations dans la playlist installation. Le deuxième thème, ça concerne, c'est des thèmes généraux. Avec le premier, le système graphique. Donc depuis plusieurs versions, on a la possibilité de choisir entre différents systèmes graphiques pour représenter les éléments, les objets de dessin, les objets 3D à l'écran, donc dans la zone graphique. Donc on a le système graphique GDI qui est développé par Microsoft, qui est assez vieux. Vient ensuite, ils ne sont pas dans l'ordre de parution, mais vient ensuite Direct 2D qui est un peu plus récent, et le mode filaire du travail OpenGL qui est un autre système graphique. Donc Direct 2D, GDI sont développés par Microsoft, et le mode filaire du travail OpenGL, là c'est le pilote de la carte graphique qui est utilisé. Donc on exploite exclusivement la carte graphique. On souhaitait revenir un peu là-dessus. Bon, il y a eu quelques ajustements sur la version 24. On définit ce mode depuis la fonction 1.7.2 depuis DICAM. On peut aussi le faire depuis DIPLAN via le même raccourci clavier. Et vous allez avoir une boîte de dialogue qui ressemble à ça, dans laquelle vous allez retrouver un menu déroulant qui s'appelle Système graphique, dans lequel vous avez non pas 2 choix, comme dans la version précédente, mais 4 choix. Donc avant, on pouvait choisir Direct 2D ou GDI. Dans la version 24, on peut choisir OpenGL plus Direct 2D ou OpenGL plus GDI, en plus donc des 2 choix précédents. Alors comment ça fonctionne? Si on choisit le premier ou le deuxième choix, il va passer automatiquement en OpenGL dans les modules DICAM et DITOIA qui proposent le travail OpenGL. Et dès l'instant où on va changer de module, par exemple, on va aller dans DIMUR Conception ou dans DIPlancher, il va passer automatiquement en Direct 2D ou en GDI. Alors l'intérêt d'utiliser un des modes GDI, Direct 2D ou le mode filaire, ça peut être d'un point de vue purement graphique, pour ceux qui ont des grands écrans, type écran 4K, il faut savoir que le mode GDI propose un rendu qui est sous forme d'escalier, ce qu'on appelle le crénelage, qui va être atténué en Direct 2D. Alors la capture d'écran n'est pas forcément très explicite parce que j'ai un écran 24 pouces, mais sur un écran de haute résolution, ça sera beaucoup plus flagrant.
on a une diminution du crénelage. Donc ça, on va dire, c'est purement visuel. L'intérêt majeur du choix en fait du système graphique, c'est surtout la vitesse. Donc on va le voir en vidéo, ça sera beaucoup plus parlant. Déjà, la vitesse, elle s'exprime en images par seconde, c'est FPS en anglais. On voit qu'en GDI, on est entre 1,7 et 2 images par seconde. En direct 2D, on va doubler ce chiffre, donc c'est légèrement plus rapide. Et en travail OpenGL fil de fer, là, on multiplie par 10 le rendu qu'on a en direct 2D, donc par 20 par rapport au rendu qu'on a en GDI. Donc, en conclusion, il vaut mieux utiliser le mode filaire du travail OpenGL en priorité lorsqu'on peut le faire, puis le direct 2D lorsqu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire dans Dimur Conception et dans les modules qui ne proposent pas le travail OpenGL. Et si vraiment la carte graphique ne permet pas de supporter le direct 2D ou le travail OpenGL, bon, on peut toujours revenir sur le GDI, mais ce n'est pas le mode le plus performant. On voit que quand on passe d'un mode à un autre, visuellement, on n'a pas vraiment de différence. C'est la raison pour laquelle on a rajouté l'information du système graphique utilisé dans la barre d'état, donc en bas de l'écran. Vous saurez quel système graphique vous utilisez, si c'est Direct 2D, GDI ou le travail OpenGL en mode filaire. Le mode filaire, vous l'avez vu en vidéo, c'est celui qui est le plus rapide. Enfin, le travail OpenGL. En mode filaire, il offre le même résultat, donc c'est pour ça qu'on l'a comparé aux autres. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a souhaité inclure dans toutes les solutions, donc que vous ayez le travail OpenGL ou pas, dans toutes les solutions, vous avez le mode filaire du travail OpenGL qui est inclus. Pour l'activer, il ne faut pas aller dans le menu actif et aller activer le travail OpenGL, ça ne fonctionnera pas, mais il faut bien aller dans la fonction 1.7.2, celle que je vous ai présentée en début de cette diapo, fonction 1.7.2 d'Handicam, et choisir OpenGL plus Direct 2D ou OpenGL plus GDI au choix. Et à partir de là, dans Handicam et dans Duitois, vous serez automatiquement en mode filaire du travail OpenGL, donc vous aurez beaucoup plus de fluidité dans votre travail. Autre point d'amélioration, ça concerne les lignes de séparation des étages qui sont apparues dans une mise à jour de la version 23. On a rajouté deux fonctions, une dans l'OpenGL, donc clic droit lorsque l'on est en OpenGL. On peut choisir d'afficher ou pas les lignes séparatives, donc on le voit dans la capture d'écran, à gauche, les lignes séparatives d'étages ne sont pas visibles, à droite, elles le sont. Donc, si on souhaite les rendre visibles ou pas, c'est une fonction dans le menu contextuel du clic droit. Il faut redémarrer l'OpenGL pour que ce soit appliqué. Une fois qu'on a fait un choix, il est valable dans tous les projets, bien évidemment, mais on peut revenir sur ce choix à tout moment. En travail OpenGL, même fonctionnement, sauf qu'il faut appeler le menu contextuel du clic milieu souris, aller dans Travail OpenGL, puis calculer ligne de séparation étage on ou off. C'est pareil, on l'active ou on ne l'active pas. Autre point d'amélioration qui concerne les modes de sélection. Donc jusqu'à présent, vous avez pu être habitué à utiliser la sélection par ligne, donc le raccourci clavier L, sélection par cadre avec la touche C, cadre avec intersection avec la touche I. Les objets similaires, alors c'était la touche A dans les réglages standards, on l'a renommé dans la version 24, on a changé le raccourci avec la touche S pour que ça corresponde au français et non pas à l'allemand. Et derniers objets activés, c'est pareil, on l'a renommé en D. Vous pouvez le changer si ce n'est pas le cas chez vous dans les raccourcis personnalisables dans tous les cas. On a rajouté deux modes de sélection qui permettent de réaliser un tracé polygonal. Deux raccourcis en plus, la touche F pour une fenêtre polygonale et intersection polygonale, la touche P. Donc ça s'apparente à la touche C pour cadre et intersection à la touche I. Sauf que là, on va sélectionner un ensemble de points et tous les objets qui sont dans cette forme quelconque seront sélectionnés, ou celles qui sont touchées aussi avec l'intersection. Vous avez une vidéo qui explique plus en détail cette nouveauté.
c'est la vidéo tracé polygonal sur notre chaîne YouTube. Autre point d'amélioration qui concerne le choix des objets à éditer ou à modifier. Lorsqu'on a des objets superposés, donc là on est dans 10 murs, on a placé le curseur de la souris sur une ouverture, mais aussi sur un mur, sur une hachure et peut-être sur d'autres objets. Et par défaut, il va prendre l'objet qui détecte. Donc on n'a pas le choix de l'objet qui détecte, c'est celui qui est placé au premier plan pour le logiciel. Donc là, on voit sur la capture d'écran que c'est la fenêtre. Et c'est quand même beaucoup plus pratique de modifier un objet depuis un menu contextuel que d'aller dans un menu déroulant et de choisir modifier hachure, modifier mur, etc. Donc, on a changé un petit peu le fonctionnement et on a rajouté la possibilité de changer l'objet mis en évidence avec la touche tabulation. Donc pour ça, on pointe le bord de l'objet. Alors, sur la capture d'écran, sur les captures d'écran que vous allez voir, il y a les menus contextuels qui sont ouverts. C'est simplement pour bien identifier le type d'objet, mais le fait de pointer l'objet n'ouvre pas le menu contextuel. Il faut faire clic droit pour qu'il s'ouvre. Si on appuie sur la touche table une première fois, donc qu'on a le curseur de la souris présent sur la fenêtre, c'est le mur qui sera sélectionné. On répète l'opération, c'est la ligne, et on répète à nouveau l'opération, c'est la hachure. Et après, s'il y a d'autres objets, bien évidemment, il va proposer les objets suivants. Ça, ce n'est qu'un exemple. Dès l'instant où on est sur l'objet que l'on souhaite modifier ou éditer, on fait clic droit, ça ouvre le menu contextuel associé et on peut le modifier. Donc là aussi, il y a une vidéo qui existe, qui explique plus en détail cette amélioration. C'est la vidéo menu contextuel que je vous invite à voir. Autre point d'amélioration qui concerne les fenêtres qui sont ancrées. Les fenêtres ancrées ont été rajoutées dans des versions précédentes. Donc ça concernait dans un premier temps InfoVolume, le navigateur de bâtiment, et puis on a rajouté dans la version 23 l'affichage, les cotations et descriptions à l'écran. Donc ces fenêtres ancrées, on peut les déplier, les replier avec les petites icônes qui se situent dans chaque encadré. Mais on a voulu rajouter un peu de fluidité dans le travail. Donc on a rajouté une possibilité pour tout replier à gauche ou à droite d'un seul coup. Donc il faut ouvrir une première fois les fenêtres. Ensuite, vous appuyez donc pour les fenêtres qui sont ancrées à gauche sur les touches CTRL flèche gauche du clavier. Et ça va replier toutes les fenêtres qui sont à gauche. Si vous répétez l'opération, ça va à nouveau déplier toutes les fenêtres qui se situent à gauche. On va retrouver le même phénomène sur les fenêtres ancrées à droite avec les touches CTRL flèche droite. Donc une première fois pour les replier et une nouvelle fois pour les déplier. Ce fonctionnement-là, on peut l'étendre à des fonctions en particulier. Là, on a vu que c'était toutes les fenêtres ancrées, à gauche ou à droite. Mais on peut avoir le même résultat pour certaines fonctionnalités, notamment la fonction affichage, les cotations et descriptions. C'est pourquoi on a rajouté dans la version 24 des raccourcis clavier personnalisables. Donc vous ne les avez pas forcément, mais vous pourrez les rajouter vous-même. Elles sont uniquement en version standard. La touche Maj A pour l'affichage, Maj C pour les cotations et descriptions, et affichage statique qui est une nouvelle fonction d'affichage, on le verra à la fin, pour donc Maj S, S pour statique. Nouveau thème donc qui concerne les objets de dessin, les textes et les cotations. Dans le logiciel, vous avez la possibilité de créer des cotations automatiques. Donc ça s'effectue dans différents environnements comme 10 murs conception, 10 profils, l'environnement vue coupe depuis la V23, l'environnement 10 plans. Et dans ces 4 environnements, on avait la possibilité de faire quelques modifications jusqu'à présent, comme translater une chaîne de cotation ou effacer une chaîne de cotation, mais on ne pouvait pas tout faire. On a rajouté des nouvelles possibilités depuis la V24 avec l'insertion d'un point de cotation, la possibilité d'effacer un point de cotation et également la possibilité de modifier
une chaîne de cotation. Donc on l'ouvre, on change son style de cotation, on change tous les paramètres de la chaîne de cotation. Et l'intérêt de ça, donc on parle des cotations automatiques, bien évidemment, puisque les cotations manuelles, on pouvait déjà le faire. L'intérêt, c'est que c'est conservé en cas de nouveau calcul. Donc là, je vais prendre un exemple. Si j'insère des points de cotation sur cette chaîne de cotation automatique, ensuite je translate le mur, on voit que les cotes ont été réactualisées, mais je n'ai pas perdu les points de cote insérés. Parfois, c'est un peu long si on fait plusieurs modifications. On peut déclencher le nouveau calcul manuellement avec la fonction dimur et vue standard. Donc, j'ai mis l'icône de raccourci que vous pouvez voir à l'écran. Si vous appelez cette fonction, il n'y a pas de changement. Ça va recalculer bien évidemment les codes qui n'auraient pas été recalculés, mais ça préserve les modifications apportées aux chaînes de cotation. Il faut faire attention parce qu'il y a une autre fonction qui permet de recalculer, c'est cotation, description et hachure automatique, qui va réinitialiser tous les paramètres qui ont été définis pour la cotation automatique. Donc là, avec cette icône ou cette fonction, ça va supprimer toutes les modifications. Donc si vous aviez effacé aussi une chaîne de cotation, elle va réapparaître aussi. C'est la seule manière pour la faire réapparaître. Autre changement apporté qui concerne les styles de cotation, c'est l'ajout pour les cotations angulaires des possibilités de réglage suivantes. Donc, possibilité de régler le rayon de l'arc, la longueur de la ligne d'aide et la distance du texte par rapport à l'arc. Pour les cotations de niveau, la possibilité de régler la hauteur du symbole de la cote d'altimétrie. Donc, c'est la petite flèche qui est remplie en noir ou qui est laissée vide. On peut désormais régler sa hauteur. Également l'ajout de paramètres de mise en page pour définir en fait vos chaînes de cotation. Donc là on voit un exemple, c'est la longueur extérieure de la ligne de chaîne de cotation, mais vous pouvez le faire aussi pour les lignes obliques, pour tout un tas de paramètres, la distance du texte par rapport à la ligne, etc. Pour chacun de ces paramètres, vous allez retrouver une image d'aide, c'est suffisamment parlant. Au niveau des hachures, on a aussi fait pas mal de changements. Donc, lors de la création d'une hachure, pas de grosses nouveautés, mais on a supprimé la case à cocher qui permettait de déduire les zones intérieures. On l'a remplacée par deux boutons. Point intérieur, ignorer îlot. Donc, s'il y a des formes à l'intérieur de la zone à hachurer, ben, elles sont ignorées. Donc, tout est hachuré. Si on clique sur point intérieur, déduire îlot, les surfaces internes, surfaces fermées qui sont détectées ne sont pas hachurées, donc elles sont déduites de la surface hachurée. Et après, contour, ça existait déjà, c'est pour faire un contour, définir manuellement le contour de la hachure. On voit qu'il y a un bouton OK aussi qui est grisé ici, puisqu'il ne sera disponible que lors de la modification de la hachure, et on y vient justement, c'est le deuxième point. Lors de la modification d'une hachure, jusqu'à présent, on pouvait modifier le type de hachure et modifier les paramètres de la hachure. Le type de hachure, c'était limité aux hachures du même groupe, donc ça n'a pas changé. Il y a toujours cette limite-là. Quand on a juste ces paramètres à modifier, on clique sur OK et la hachure est modifiée. Ce qui a été rajouté dans la V24, c'est la possibilité de modifier aussi le contour de la hachure. Donc on va retrouver les trois boutons point intérieur, ignorer îlot, point intérieur, déduire îlot et contour qui permettent de redéfinir complètement le contour de la hachure si jamais celui-ci a été modifié. On a rajouté également des fonctions pour modifier les contours de hachure manuellement, donc avec déplacer ligne, diviser ligne, déplacer point, effacer point. Là, c'est accessible depuis le menu contextuel du clic droit lorsqu'on est sur un bord de hachure, près d'un point de hachure. On les retrouve aussi depuis les menus déroulants, bien évidemment, enfin les menus de fonction. Vous retrouverez des vidéos sur les changements apportés aux hachures dans la playlist tutoriel V24. On a rajouté également des bibliothèques d'éléments de plan qu'on a enrichi avec plusieurs bibliothèques. Par exemple, au niveau des moyens de fixation, on va retrouver des vis d'ancrage, mais également des tire-fonds et des chevilles à expansion.
Alors, ça ne sont que quelques exemples qui font partie d'ailleurs des souhaits de francophones. Il y a d'autres bibliothèques qui ont été rajoutées, de tête, je vous dirais, des instruments de musique, du mobilier de jardin ou des appareils de fitness. Je vous invite à voir la liste des nouveautés pour avoir l'intégralité des bibliothèques rajoutées. Une possibilité qui a été rajoutée plutôt dans la fonction calque du plan, qui s'appelle les paramètres de calque. Donc c'est disponible pour les vues standards qui sont disponibles elles-mêmes sous chaque étage. Vous avez un petit bouton vue standard, on y reviendra plus tard. Et également pour les vues coupe qui apparaissent sous vue coupe dans le navigateur de bâtiment. Donc cette case P pour paramètres de calque, elle permet quoi? Elle permet de définir des paramètres spécifiques pour une vue. Donc ça peut être une vue standard, mais aussi une vue ou une coupe, sans avoir à dupliquer les objets de dessin dans un nouveau calque. Par exemple, on a ici des fluides, donc un circuit de ventilation avec l'air neuf et l'air vicié qui est extrait, donc l'air neuf en bleu, l'air vicié en rouge. Et on souhaite réaliser un plan avec uniquement l'air neuf qui est mis en évidence. Donc, on crée une nouvelle vue standard. Dans cette vue standard, on coche dans les paramètres des calques, on coche la case P pour les calques contenant les éléments de dessin de l'air vicié. Et on lui affecte par exemple la couleur grise. On peut aussi changer le type de ligne, enfin les opérations qu'on a l'habitude de faire pour les calques. Et on peut faire la même chose mais de manière inversée pour une autre vue standard, où là c'est l'air vicié qui sera mis en évidence. Donc cette possibilité, si je résume, elle permet de, dans une autre vue, de définir des paramètres d'affichage d'éléments de dessin différents d'une autre vue, sans avoir à dupliquer l'élément de dessin et l'avoir en double en fait, un dans un calque et un autre dans un calque. Donc là, on a juste une case à cocher et à changer les paramètres. On en vient maintenant aux évolutions apportées à la construction. Donc déjà, petit point, au niveau de Dimur Conception, jusqu'à présent, les couches étaient représentées au niveau des ouvertures. Et dans certaines situations, on peut souhaiter ne pas les voir à cet endroit-là. Donc on a rajouté dans les options d'affichage, donc le raccourci clavier c'est 171, et sous la dernière palette, donc information options d'affichage, vous retrouverez une nouvelle liste de choix, axe de référence couche ouverture, dans laquelle vous pouvez choisir continu ou interrompu. Et avec interrompu, vous voyez le résultat qui est présent donc à droite là de mon écran, donc avec les couches qui sont interrompues au niveau de l'ouverture. Donc c'est un peu plus clair que le résultat qu'on avait jusqu'à présent. Une autre possibilité qui a été étendue, dans la version 23 et antérieure, on pouvait copier des ouvertures, donc des portes, des fenêtres et des niches. On faisait clic droit, copier, et après, il nous demandait de sélectionner le mur. On pouvait, dans le même étage, créer une nouvelle niche, une nouvelle ouverture ou une porte qui avait exactement les mêmes paramètres. On a étendu ça au mur et au plancher. Donc, quand on fait un clic droit, on peut copier un mur, un plancher, une porte, une fenêtre, une niche, suivant l'objet qu'on a sélectionné, et aller le copier donc dans le même étage. On a aussi ouvert la possibilité d'effectuer cette copie-là dans un autre étage, mais aussi dans un autre fichier bâtiment. Pour ça, on utilisera le clic milieu. Donc, une fois qu'on a copié l'élément, l'objet, on fait un clic droit pour quitter, parce qu'il va nous demander le mur, ou en tout cas l'endroit où on souhaite effectuer la copie. Une fois qu'on a quitté cette fonction de copie, on change d'étage ou on change de fichier. On appelle la fonction clic milieu, et là on va retrouver selon mur copié, selon fenêtre copiée, porte copiée, niche ou plancher, et on va pouvoir effectuer la même opération mais dans un autre étage ou dans un autre fichier. On a rajouté aussi la possibilité de tourner les murs, ce qui était un des souhaits qui revenait assez souvent chez les francophones.
et pas que, j'imagine. Donc désormais, c'est une opération qui est possible. Vous pouvez tourner vos murs. Au niveau de la translation, c'est déjà une opération que l'on pouvait faire, mais ça ouvrait une boîte de dialogue dans laquelle vous aviez à définir la distance de décalage. Désormais, ce n'est plus la distance qui est demandée en priorité, ça va être une translation graphique. Et si vous avez besoin de définir une distance, vous faites clic droit au moment où il vous demande le point de base. Et là, vous avez à nouveau la fenêtre dans laquelle vous pouvez renseigner la valeur de décalage, donc comme avant. Autre possibilité rajoutée qui concerne la numérotation des murs, on a rajouté dans la fonction étage, puisque c'est là que ça se définit et que ça se définissait déjà, un numéro de départ différent pour les murs intérieurs. Donc, par défaut, ce champ est vide. Donc, vous avez le même résultat que dans les versions antérieures, mais si vous souhaitez avoir un numéro spécifique pour les murs intérieurs, vous pouvez le définir à cet endroit. Si vous voulez le voir de plus près, il est ici. Vous aurez plus d'informations sur plusieurs de ces points dans la playlist tutoriel V24. Autre changement apporté qui concerne les fenêtres. Dans la version précédente, on avait un nombre assez conséquent de modèles OCP pour définir les fenêtres. Ça a engendré des temps de calcul assez longs. On a simplifié tout ça, donc en offrant bien évidemment les mêmes possibilités, elles sont même légèrement étendues. On n'a plus que 2 choix pour les fenêtres rectangulaires, mais aussi on a fait la même chose pour toutes les fenêtres, donc les fenêtres biaises, rondes, losangées, etc. Qui résume l'intégralité des OCP qui étaient présents jusqu'à présent. Ce gros travail, il a été fait pour les fenêtres, il sera fait également pour les portes, je pense pour la V25, mais je vais pas m'avancer sur ce sujet. Il faudra peut-être un peu plus pour tout refaire. L'avenir nous le dira. Autre point d'amélioration concernant donc les ouvertures, c'est au niveau de la représentation des paramètres de la menuiserie. On a une présentation sous forme de palette, donc qu'on retrouve dans les fenêtres qui sont ancrées, donc au niveau de l'affichage, cotation et description. Mais on a aussi la même chose dans DC statique ou dans 10 profils. Ce mode de représentation, il permet de s'affranchir de la limite du nombre de groupes visibles. Avant, on avait des boutons comme on le voit avec information système, dimension, menuiserie. Mais on était limité à 12 groupes. Aujourd'hui, on n'est plus limité à 12 puisque il suffit d'empiler les palettes les unes au-dessus des autres et il y a une barre de défilement s'il y en a plus de 12. Donc ça, c'est un premier changement. On va retrouver la possibilité de rechercher par thème. On voit qu'il y a une petite loupe en haut. Donc c'est des possibilités qui existaient déjà dans la fonction affichage, cotation et description, donc les fenêtres qui sont ancrées. Bon, on les a intégrées au modèle de menuiserie, donc vous pouvez aussi saisir un terme à rechercher, il va vous le retrouver plutôt que d'aller dans chaque onglet pour essayer de le retrouver. Bien évidemment, quand vous avez installé la version 24, si vous l'avez fait, ou si vous ne l'avez pas fait, c'est ce qui vous arrivera aussi, vous allez récupérer vos réglages d'ouverture, donc de fenêtres. Il faudra mettre à jour vos modèles. Donc, si vous n'avez pas créé de modèle spécifique, vous pouvez très bien, par échange de données, récupérer les réglages V24. Si vous souhaitez adapter vos modèles, il vous faut aller déjà sur le point 1 sur 4, enfin 1 sur 4, 1 sur quelque chose, il n'y a pas forcément 4 réglages sur tous vos modèles, mais c'est le premier réglage qui concerne la menuiserie. Vous cliquez sur la petite icône arborescence pour aller chercher le nouvel OCP, donc fenêtre. Et une fois qu'il est sélectionné, donc ça va vous charger automatiquement tous les paramètres de l'OCP actuel. Ça va réactualiser l'OCP. Donc si vous aviez des valeurs qui étaient renseignées, ça va les conserver, bien évidemment. Et après, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre nouveau modèle. Petit point d'amélioration, on a rajouté des textures haute résolution donc, qui sont disponibles à la fois pour les murs, mais aussi pour n'importe quel matériau. Ils sont identifiables par le terme M-texture, donc avec plusieurs catégories de classement. Vous pouvez aussi les associer aux références produits dans le catalogue de produits.
Au niveau des ECP, on a aussi ouvert, enfin on parle de nouveaux ECP. Le premier point n'est pas un nouvel ECP, c'est les fermes et demi-fermes qui ont été développés pour la France, des modèles pour la CAO et pour statique. Ils sont désormais inclus dans toutes les solutions. Avant, c'était une option tarifée, enfin qui était rattachée aux structures créées par l'Allemagne. Donc on les a détachées des structures allemandes et désormais elles sont incluses dans toutes les solutions. Donc ceux qui ont le module structure, ils peuvent créer leur ferme latine à entrée simple ou entrée moisée ou ferme sur blocher en automatique. On propose aussi la même chose en demi-ferme. Et ceux qui ont les modules de calcul, ben, ils vont retrouver ces mêmes automatismes, mais pour le calcul. Donc depuis un fichier structure statique. Autre ECP rajouté dans cette version 24, donc incluse dans toutes les solutions, c'est la possibilité de créer des garde-corps avec ou sans panneaux photovoltaïques. C'est un ECP qui est disponible dans le module 10 planchers, donc il faut 10 planchers pour l'insérer. Et un autre ECP donc pour créer des panneaux photovoltaïques sur un versant, donc il faut le module 10 toits pour l'insérer. Alors ça, c'est pas une nouveauté, mais on souhaitait faire quelques rappels parce qu'on s'est aperçu que c'était pas toujours utilisé. Ça concerne les vues standards. J'en ai parlé un petit peu en début de cette présentation. Les vues standards sont disponibles depuis le navigateur de bâtiment. Vous avez sous chaque étage un groupe vue standard qui est créé et par un clic droit, vous pouvez créer une nouvelle vue standard. S'ouvre alors une boîte de dialogue qui ressemble à celle-ci, dans laquelle vous pouvez définir manuellement donc un numéro, un nom de vue standard, un paramètre de zoom, donc zone de l'écran, c'est un zoom, les calques qui sont visibles, configuration d'affichage, configuration de cotation et description à l'écran, donc on parle de cotation et description automatique, configuration d'affichage sur les calculs statiques, ça c'est un point sur lequel on reviendra, c'est une nouveauté de la V24. On peut aussi charger tout en haut un paramètre déjà enregistré. L'intérêt des vues standards, c'est quoi? C'est dans un premier temps, on peut créer une vue standard uniquement pour importer le fichier DWG ou DXF qui sera la base de la construction. Donc pour positionner les murs par exemple ou les ouvertures, on part d'un fichier DWG. Une fois qu'on l'a importé, ce dessin, on a créé nos murs et nos ouvertures. Si on revient sur 10 murs conception ou si on change de vue standard, bah, le dessin DWG n'est plus visible. Il a servi et il est toujours attaché à la vue standard. Il est toujours visible si on clique sur la vue standard, mais si on change de vue ou si on va sur 10 murs, on n'a pas besoin d'aller dans la gestion des calques pour masquer ces calques qui ont été importés via un DWG ou DXF. L'autre intérêt des vues standards, c'est qu'on va pouvoir préparer tous les plans. Donc le plan de masse, le plan d'étage, le plan des fluides, le plan d'ossature, et derrière faire un dépôt de plan qui, vous le voyez, ça c'est la boîte de dialogue du dépôt de plan qui offre très peu de paramètres. On peut choisir le style de texte pour la légende du plan et les paramètres habituels, donc le nom du plan, le titre du plan qu'on peut définir sous forme de variable et de texte fixe, et à droite, le modèle de plan. L'intérêt, c'est que c'est un plan qui est dynamique, mais surtout qui ne propose pas beaucoup de cases à cocher, de paramètres. C'est pas là qu'on choisit en fait les paramètres du dépôt de plan. Votre plan, vous le définissez une fois pour toutes dans la 3D et vous savez que le résultat que vous obtiendrez sur le plan, il sera conforme à celui que vous avez dans la 3D. Donc c'est un gain de temps énorme par rapport aux paramètres de dépôt de plan qu'on avait, qui sont toujours disponibles, hein, comme le plan d'étage, le plan de semelle, dans lequel il faut tout paramétrer. Et c'est une fois déposé que vous êtes sûr que la chaîne de cotation elle est bien positionnée, que le texte il est bien positionné. Là, vous faites votre réglage dans le bâtiment, c'est fini. Enfin, il y a juste le dépôt à faire, mais ça, c'est très rapide. Autre point d'amélioration qui concerne les vues et coupes. Donc les vues et coupes, vous le savez, dans la V23, ça a été complètement remanié pour faire un environnement à part entière, donc qui est détaché de 10 toits, dans lequel on va retrouver des paramètres d'affichage et de cotation automatique, cotation et description automatique.
Le fonctionnement est similaire aux vues standards d'ailleurs, puisqu'on peut enregistrer pour chaque vue et coupe les paramètres d'affichage, de cotation et description. On a remis la possibilité de créer depuis DICAM et depuis DITOIA une nouvelle vue ou une nouvelle coupe, puisque ça avait été enlevé dans la version précédente par erreur. C'est un mauvais choix et du coup on est revenu dessus, on l'a remis. Du coup, vous pouvez à nouveau ajouter les icônes de raccourcis si vous les avez supprimées dans vos barres d'icônes et vous pourrez à nouveau les créer depuis ces environnements-là. Pour rappel, c'est le même fonctionnement pour les plans de vue coupe, hein, c'est la même logique. Vous créez vos plans de vue, vos plans de permis de construire, par exemple, les plans des façades, mais aussi les plans de coupe directement dans l'environnement vue coupe. Et lors du dépôt de plan, vous voyez qu'il y a très peu de paramètres et ça reste un plan dynamique également. Donc, moins de travail derrière au niveau du plan. Autre point d'amélioration, alors j'ai mis DICAM Pro, mais ça ne concerne pas le premier point d'amélioration. Ça concerne tout le monde, même si vous avez DICAM gratuit. Ça concerne la visualisation des perçages. Dans les versions précédentes, version 23 et antérieure, vous pouviez définir un diamètre de perçage à partir duquel les perçages étaient représentés comme trous. Tous les perçages qui étaient inférieurs au diamètre de perçage renseigné étaient représentés sous forme d'axes. Le problème de cette méthode, c'est que ça nécessite énormément de ressources. Pourquoi? Parce qu'un perçage, c'est déjà beaucoup de lignes, mais en plus de ça, il faut que le logiciel calcule chaque intersection pour donc entre le volume de perçage et le volume qui est percé pour faire le trou. C'était un temps infini lorsqu'on avait beaucoup de perçages. Et il fallait trouver une solution pour réduire ce temps pour qu'on puisse travailler sur des gros projets. On a remanié un peu la boîte de dialogue. Donc là, on retrouve non pas une seule ligne avec le diamètre de perçage, mais 4 champs. Et une nouvelle possibilité, c'est la représentation des perçages comme volume. Donc avec cette méthode, donc c'est pareil, ça fonctionne de la même manière. On détermine un diamètre minimal à partir duquel les perçages sont représentés, non pas comme perçage soustrait, mais comme volume. Pourquoi ça apparaît deux fois? En haut, on va retrouver une première zone dans laquelle on définit à un instant T des paramètres d'affichage. Donc on peut choisir pour tous les composants qui sont dans le projet, visibles ou pas, tous les composants qui sont visibles ou tous les composants actifs, donc on peut les activer manuellement. Et pour donc un nombre limité de composants, on peut avoir des paramètres d'affichage spécifiques. Ça, c'est un premier changement. On peut le faire sur certains objets et pas d'autres. Deuxième changement, ces paramètres d'affichage sont enregistrés dans le fichier bâtiment. Donc si on change de fichier bâtiment, on peut avoir des paramètres qui sont différents. On va retrouver une deuxième zone, donc en dessous, qui concerne un nouveau calcul. Donc on retrouve les mêmes possibilités, un diamètre pour les perçages comme volume et un diamètre pour les perçages soustraits, mais ça ne rentrera en compte uniquement qu'à de nouveaux calculs. C'est-à-dire si je change la section de mon composant et qu'il a besoin de recalculer les perçages, ben, ça va prendre les paramètres qui sont définis à cet endroit. Si je change le diamètre de mon perçage, c'est pareil, ou un des paramètres de mon perçage, c'est pareil, ça recalcule et c'est ces paramètres qui est utilisé. Donc ça, cela concerne tous les utilisateurs. Une fonction qui était déjà présente dans la version précédente et qui concernait, enfin qui concerne toujours d'ailleurs, les utilisateurs de DICAM Pro ou DICAM Plus, c'est la possibilité de modifier des perçages. Dans la version précédente, on pouvait modifier un seul perçage, donc c'était un à un, c'est assez long. Désormais, on peut en sélectionner plusieurs. Dès l'instant où on en sélectionne plusieurs, avec les outils de sélection habituels, y compris la sélection polygonale qu'on a vue en début de cette présentation, on va voir le nombre de perçages sélectionnés qui est indiqué dans la boîte de dialogue. Pour les champs
qui comportent des valeurs différentes. Ça peut être le cas pour la profondeur, pour la distance en X, ça peut être aussi le cas pour le diamètre. Là, c'est pas le cas sur la capture d'écran, mais on va avoir des astérisques qui seront indiqués. C'est juste pour signaler que les valeurs des perçages sélectionnés ne sont pas toutes identiques. On va pouvoir introduire des règles de compensation. Les règles de compensation, c'est quoi? C'est la possibilité de déplacer un groupe de perçages en utilisant les signes opératoires plus, moins, divisé ou multiplié. Donc si je rajoute plus 0,03, ça décale tous mes perçages en X de 3 cm. Donc ça les décale, en gros, c'est je prends mon bloc de perçage et je le décale de 3 cm. Autre possibilité ajoutée, la sélection similaire avec la touche S par défaut. Vous pouvez modifier dans vos raccourcis personnalisables, raccourcis clavier. La touche S qui permet d'aller sélectionner des perçages similaires. Donc, par défaut, c'est le diamètre qui est sélectionné, mais si on rappuie sur la touche S, donc une deuxième fois, il va rouvrir la boîte de dialogue et on va pouvoir choisir les paramètres qui seront utilisés pour la comparaison. Donc là, on voit qu'en vert, c'est le diamètre qui est sélectionné. Mais si je veux changer de paramètre, je peux dire, je sélectionnais tous mes perçages traversants. Donc là, on voit qu'en Z, c'est 0, donc c'est un perçage traversant. Je clique dans la zone, il devient vert. Je veux aussi tous mes perçages qui se situent à 0,36 par exemple. Je clique aussi sur le champ qui est, enfin mes longueurs X, et je peux désactiver le diamètre donc en le passant en rouge en cliquant sur le champ diamètre. Bon, ce n'est qu'un exemple, je peux choisir la combinaison que je veux et avec ça, je peux choisir quel perçage je souhaite sélectionner. Par exemple, tous mes perçages qui sont traversants et de tel diamètre, tous les perçages traversants qui se situent à une certaine distance en X ou en Y. Vous trouverez plus d'infos sur cette fonctionnalité dans le tutoriel V24, dans la playlist tutoriel V24. Autre point qui concerne l'interopérabilité, avec la visionneuse Web 3D qui n'est pas une nouveauté de la V24, qui est une option tarifée que vous aviez déjà dans les versions précédentes. Dans Dicam, on a la possibilité, avec Dicam Pro, de créer des descriptions 3D. Donc on le voit là sur la capture d'écran. On a mis la hauteur d'Arras comme texte avec flèche et il y a une variable derrière qui indique automatiquement l'altimétrie du point sélectionné. On a la possibilité désormais d'exporter ces descriptions 3D. Donc ça se fait automatiquement, il n'y a pas de paramètres spécifiques à renseigner. Au moment de l'export Web 3D, on va voir ces descriptions. Donc ça peut être juste du texte, on n'est pas obligé d'avoir des variables dimensionnelles. Autre point d'amélioration qui concerne les imports. Donc les imports IFC et les imports SAT. Dans les versions précédentes, on lisait systématiquement le dernier fichier qui avait été importé. Si c'était un gros fichier, ça pouvait prendre un temps assez considérable. Sur des gros fichiers, ça pouvait aller jusqu'à 5 minutes, 6 minutes. Après, ça dépend aussi des performances de l'ordinateur, bien évidemment. Désormais, c'est le répertoire qui contient le dernier fichier importé qui est sélectionné. Donc, il n'y a plus de temps d'analyse. Et derrière, si on veut sélectionner un autre fichier, ça se fait de manière immédiate. Autre point d'amélioration qui concerne l'import IFC cette fois-ci, c'est des temps d'analyse réduits jusqu'à 90%. Donc, des fichiers IFC, c'est très très long à analyser parce que on n'est pas une visionneuse. L'objectif, c'est de pouvoir travailler avec. Donc, un volume IFC Wall, on va le convertir en volume de mur, par exemple. Et c'est vrai pour chaque objet IFC. Et du coup, ce temps d'analyse, il était assez long. On a pu réduire, comme indiqué, jusqu'à 90% le temps de traitement de ces fichiers. Donc sur des gros fichiers, un fichier qui prenait 5 minutes, on arrive à quelques secondes d'analyse avant de pouvoir l'importer. Il y a d'autres améliorations apportées sur les imports d'une manière générale. Je vous invite à lire la liste des nouveautés parce que comme indiqué en début de cette présentation, on ne pouvait pas traiter tous les points un par un, ça aurait été trop long. Autre point d'interopérabilité, ça concerne les transferts machines. Donc, pareil, on ne va pas s'attarder sur le sujet, mais on voulait quand même donner l'information qu'il y avait eu des optimisations sur Cambium et Cambium Contour pour ceux qui disposent de ces transferts machines.
Il y a eu énormément de petites évolutions. C'est pas forcément des nouvelles possibilités de transfert, mais on parle bien d'optimisation, c'est-à-dire des usinages qui exploitaient pas complètement les possibilités de la machine. Donc, on a travaillé avec Undegger pour améliorer les performances de nos transferts. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont utilisateurs de ces transferts, à lire la liste des nouveautés. Concernant les autres utilisateurs de transfert machine, donc la plupart utilisent les transferts BTL. On a rajouté la possibilité d'exporter les données X3D. Donc les données X3D, c'est quoi? C'est l'export de la forme finale de la pièce. Jusqu'à présent, on exportait uniquement la forme brute avec les usinages. Et la superposition de la forme brute plus des usinages, on avait une représentation de l'objet final. Sauf que normalement, il n'y a pas d'erreur, bien évidemment, mais on ne sait jamais. Il suffit qu'il y ait une petite erreur et entre les usinages transmis et la réalité, donc ce qu'on a dans la CAO, et on s'en aperçoit trop tard puisque c'est déjà parti en machine et ça a été taillé, c'est sur le chantier qu'on s'en aperçoit. On a rajouté l'export des données X3D et du coup, on peut comparer. Là, on l'a schématisé en modifiant manuellement le fichier BTL. On voit en rouge l'usinage, donc là, c'est une entaille avec un perçage, et on voit derrière les données X3D qui sont l'emplacement réel de l'entaille dans le fichier CAO. Donc là, typiquement, si c'est le résultat que vous obtenez en faisant le transfert, c'est qu'il y a un problème lors du transfert. Donc on parle de problème de développement, hein, pas de problème de configuration machine. Donc c'est un outil d'analyse qui vous évite derrière d'avoir des erreurs sur le chantier et bien évidemment on vous invite à nous signaler si vous tombez sur ce genre de situation, parce que normalement ça ne devrait pas arriver. Vous trouverez plus d'informations dans la liste des nouveautés parce que là on a traité des situations les plus courantes, mais il y a d'autres situations dans la liste des nouveautés. Autre thème donc qui concerne le travail collaboratif. Je vais revenir déjà sur une fonction qui existait dans les versions antérieures qui s'appelait projet centralisé, qui a été renommé en V22 par projet archivé. C'est le nom qui a changé, le fonctionnement n'a pas changé. Pour ceux qui ne connaissent pas, les projets archivés, c'est un seul éditeur par projet. Donc, il y a un utilisateur qui crée un projet, éventuellement des plans, un fichier bâtiment, des profils, etc. et qui peut envoyer donc son projet sur un serveur et d'autres utilisateurs sont à ce moment-là spectateurs. Ils peuvent être que spectateurs, ils ne peuvent pas être éditeurs du projet, mais ils peuvent télécharger le projet en local et avoir une vision donc à l'instant T du projet. Si l'éditeur met à jour le projet, ben, ils en sont informés. Donc du coup, ils peuvent télécharger les mises à jour. Ça peut être très utile, notamment pour communiquer avec l'atelier. Ça a aussi des inconvénients, c'est que ceux qui sont à l'atelier ne voient pas, enfin, je parle de l'atelier, mais ça peut être c'est pas forcément à l'atelier, hein, bien évidemment. Ceux qui sont spectateurs n'ont pas de vision sur les modifications qui ont été apportées au projet entre l'état téléchargé et puis la mise à jour. Donc, ils sont obligés de communiquer avec l'éditeur pour savoir qu'est-ce qui a changé. Est-ce que c'est un nouveau plan? Est-ce que c'est un changement dans le fichier bâtiment? Donc, ça nécessite de la communication en plus de l'outil. Autre contrainte, l'éditeur ne peut mettre à jour que le projet entier. Il ne peut pas dire je vais mettre à jour qu'un seul plan. Il est obligé d'envoyer à chaque fois l'ensemble des informations et du coup, c'est du temps de traitement qui est un peu long et il ne peut pas choisir de conserver certains fichiers pour lui, on va dire, qui ne seront pas mis à jour. Ça veut dire que ça répond à certains besoins, mais il faut connaître bien les limites de cet outil. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo projet archivé qu'il y a sur notre chaîne YouTube. Pourquoi on a renommé projet centralisé en projet archivé? Parce qu'en V23 est apparu
deux nouvelles fonctions. Donc la première, c'est projet centralisé. Projet centralisé, c'est une fonction qui, contrairement à projet archivé, permet de travailler à plusieurs éditeurs. Donc on a, ça n'est qu'un exemple, hein, mais un premier éditeur qui va créer le fichier bâtiment B01, plus les plans. Un autre éditeur qui va travailler sur la base du projet, plus le fichier B02, donc un autre fichier bâtiment. Un autre éditeur qui va travailler sur les images. Et on peut imaginer d'autres situations. Les plans liés, c'est très important, sont toujours liés au fichier bâtiment. Donc quand on enregistre le fichier bâtiment, on enregistre à la fois les plans qui ont été déposés, les plans dynamiques par exemple, qui sont rattachés donc au fichier bâtiment. Un plan qui est créé manuellement, donc qui n'est pas rattaché au fichier bâtiment, on fait un plan de détail directement dans 10 plans, bah, celui-ci peut avoir son propre éditeur, il n'y a pas de problème. Par contre, les plans liés, on a gardé cette liaison avec le fichier bâtiment pour avoir une concordance des informations. Ça n'a pas de sens que ce soit un autre qui crée les plans, parce qu'il pourrait y avoir des situations où son fichier bâtiment n'est pas à jour, donc ça poserait des problèmes. On va retrouver une interface de gestion des mises à jour directement depuis le menu. Ceux qui ont projet archivé, ils connaissent déjà un peu cette interface. Ça a été complété avec des options donc pour voir si le projet est à jour ou pas. Donc on a aussi le nom de l'éditeur, on a le statut. Là on voit il y a un message qui dit que les données du projet de travail sont plus récentes que celles du projet centralisé, et on a des outils, enfin des boutons plutôt d'action qui permettent de reprendre le projet, de le sauvegarder, etc. Donc tout ce qui permet d'administrer la gestion du projet quand on est éditeur, mais aussi spectateur si on souhaite télécharger les informations à jour. On peut tout à fait travailler hors ligne puisque, que ce soit pour projet archivé comme pour projet centralisé, on travaille toujours en local et les données qui sont sur le serveur ou sur le répertoire partagé, ce sont des fichiers compressés sur lesquels on ne travaille jamais. C'est juste des fichiers sauvegardés ou des fichiers que l'on récupère. En travail hors ligne, bien évidemment, si on est éditeur et si on n'a pas accès au serveur, on ne pourra pas libérer les droits d'édition. Et si on est spectateur, on ne pourra pas être éditeur. Et dans le même temps, on ne pourra ni télécharger, ni uploader les fichiers, bien évidemment, puisque le serveur n'est pas accessible. Par contre, on peut continuer à travailler. Et quand la connexion est rétablie, ben, on met à jour les fichiers sans problème. Autre option qui a été rajoutée à partir de la V23, c'est la possibilité de créer des fichiers centralisés. Alors je vous dis à partir de la V23, ça c'est officiel, mais c'était déjà disponible en V23, mais on a affiné quand même le fonctionnement. Donc il vaut mieux travailler en V24 si vous souhaitez utiliser le projet centralisé et fichier centralisé. Donc, autre option fichier centralisé qui requiert projet centralisé. Donc, c'est un ajout à projet centralisé qui va un peu plus loin puisqu'il permet de travailler à plusieurs sur un même fichier bâtiment. Donc, on peut avoir, ça n'est qu'un exemple, mais un projeteur qui travaille sur les murs, un autre sur les planchers, un autre sur le toit. On pourrait avoir une autre répartition par étage, par exemple. C'est tout à fait possible. Par contre, on ne va pas pouvoir être deux éditeurs sur un même étage et sur la partie mur par exemple. Donc on ne peut pas dire il y a un éditeur qui fait quelques murs de l'étage 1 et c'est un autre éditeur qui fait les autres murs de l'étage 1. Ça, c'est pas possible. On va voir une interface de gestion des mises à jour qui est un peu similaire à celle qu'on a vue dans le menu Dietrich que je vous ai présenté. Mais qui permet de définir la même chose. Donc on peut mettre à jour les informations, on peut choisir si on est spectateur, quelle information on souhaite voir, puisque en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'éditeur, on n'est pas éditeur de l'ensemble du projet, sinon ça n'a pas de sens d'avoir une fonction comme celle-ci. Et du coup,
on peut quand même être intéressé de voir certaines parties qui ont été créées par d'autres éditeurs. Donc, c'est aussi une interface qui permet de gérer l'affichage des parties créées par d'autres éditeurs. Là aussi, le travail hors ligne est possible avec les mêmes limites que celles indiquées pour les projets centralisés. Dernier thème de cette présentation V24 qui concerne le calcul, donc le dimensionnement, donc d'essais statiques, avec dans un premier temps l'ajout des profilés acier en U et en C, donc de type U, UPE, qui ont été rajoutés dans le catalogue de produits et que vous pouvez désormais calculer dans des essais statiques. On a rajouté aussi la possibilité de tourner les éléments profilés, donc par patte 90, par exemple, si vous avez un linteau, vous allez pouvoir le calculer tourner, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Et tout ça, bien évidemment, conforme à l'Eurocode 3. Donc on s'est remis à jour aussi par rapport aux modifications apportées à l'Eurocode 3. On a rajouté aussi plusieurs matériaux. Alors, on ne les a pas tous listés dans cette présentation, mais on a jugé important de citer les matériaux de francophones. Donc, l'ajout du calcul de poutre en I de France Poutre, donc InnoJoist, InnoPan, Standard et Prestige. Les poutres en I du groupe ISB, donc les produits Svelit. Et également les panneaux CLT du fabricant Pifto. À savoir qu'il y a aussi des matériaux bois du fabricant Pifto, je n'ai pas cité ici, mais vous aurez dans tous les cas la liste exhaustive des nouveaux matériaux dans la liste des nouveautés d'essais statiques. On a rajouté également la possibilité d'exporter le modèle CAO en IFC, depuis des essais statiques. Donc on parle d'un export CAO et pas des informations statiques. Cet export IFC, c'est pas un export supplémentaire à l'export qui existe déjà. Ceux qui ont l'export IFC dans la CAO l'ont automatiquement dans le calcul. C'est la même option. On va retrouver la même possibilité en 3D DXF et là c'est pareil, c'est le même export que c'est la même option que celle qui est utilisée dans la CAO. Autre point qui concerne les Français, puisque c'est dans l'annexe nationale française, en tout cas ceux qui travaillent en France, sur des projets en France, c'est l'ajout de la flèche de seconde œuvre qu'on a rajouté déjà dans une mise à jour de la version 23. On a terminé le travail parce qu'il manquait 2-3 petites choses bon, pas méchante, on pouvait déjà l'utiliser dans la mise à jour V23, mais on ne l'avait pas présenté donc lors de la sortie de la V23. Vous retrouvez l'information de flèche dans la fenêtre du taux de travail, dans le fichier de protocole. Donc ça, c'était pas présent dans la V23, il y avait juste le terme OK qui ne voulait pas dire grand-chose. Et dans la note de calcul, à savoir qu'on a fait un petit article sur le blog pour expliquer comment ça s'utilise. Il n'y a pas de dimensionnement automatique du matériau fragile par rapport à cette flèche de seconde œuvre. Donc c'est une analyse à faire manuellement, mais bon, une fois que vous avez la flèche de seconde œuvre, il y a juste à la comparer avec la flèche admissible du matériau fragile pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Vous avez un petit exemple donc sur le blog, je le rappelle. Et on en vient au dernier point de cette présentation qui concerne le contreventement du bâtiment, que certains utilisent peut-être déjà. Ça a été complètement remanié dans la V24. On parle désormais de statique horizontale, donc c'est un nouvel environnement qui a été créé, qui est disponible sous fichier environnement d'essai statique, dit statique horizontale. Donc cet environnement, il intègre tous les éléments de la statique horizontale. C'est un environnement qui est similaire à l'environnement que vous connaissez, donc d'Immure Conception. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer les murs dans cet environnement, mais aussi les ouvertures, à savoir que les ouvertures ne sont pas indispensables, mais elles sont utiles pour définir les zones murales notamment, donc les zones qui vont être justifiées pour le contreventement. Avec la possibilité, c'est optionnel, mais d'importer les fichiers IFC
d'apporter la volumétrie des murs en IFC pour avoir l'enveloppe globale du bâtiment qui derrière sera utilisée pour le contreventement. Donc c'est une saisie comme d'Immure Conception. Pas de nécessité de créer un plancher, on va voir pourquoi. Et on va changer d'environnement uniquement pour un toit, sauf si c'est un toit terrasse, donc c'est quand même un toit, mais 3%, on va dire, si on considère que le toit terrasse à 3%, il n'est pas réalisé dans 10 toits, ben on n'est pas obligé d'aller dans 10 toits et ça posera pas de problème dans le calcul. La statique horizontale, c'est aussi l'ajout d'un navigateur spécifique depuis lequel on va pouvoir créer des zones murales. Les diaphragmes de plancher, le diaphragme, c'est un terme qui apparaît dans le nouvel Eurocode 5, enfin qu'on utilisait déjà dans le langage courant technique, hein, mais qui apparaît clairement dans le nouvel Eurocode 5 qui est encore en phase de finalisation. Et on va pouvoir aussi définir les transferts de charges d'un étage à un autre, définir les charges manuelles, les charges en tête de mur par exemple. Et on retrouve les vues standards dont je vous ai parlé en début de cette présentation, qui permettent derrière d'obtenir des plans avec les efforts au vent, les efforts de traction, enfin tous les efforts qui concernent la statique horizontale. On accède à la création donc de tous ces des zones murales, des diaphragmes de plancher, enfin tous les paramètres que je viens de citer via le menu contextuel directement depuis la navigation statique, donc par clic droit. On peut créer en automatique ou manuellement ou de manière combinée donc tous ces éléments statiques. On va retrouver un affichage graphique des objets. Et pour ça, on a rajouté la fonction 1031, donc qui est un affichage propre à la statique horizontale. Et je vous avais parlé en début de cette présentation, notamment pour les vues standards, on voyait que ces paramètres d'affichage apparaissaient pour la définition des vues standards. Donc on parle bien de cette fonctionnalité. Donc en clair, c'est un aperçu, une gestion des éléments de statique. Toutes les entrées pertinentes sont définies depuis le navigateur de statique, donc depuis un même endroit. Et fait important, le navigateur statique, c'est pas le navigateur de bâtiment. Donc si on doit changer d'environnement, par exemple si on veut aller dans 10 toits, il faut cliquer sur l'icône 10 toits ou sinon aller dans Fichier, Environnement, on l'a renommé en environnement, avant c'était module, c'est environnement maintenant. Environnement dit toit conception pour aller définir le toit par exemple. Au niveau de l'affichage statique, on va avoir une représentation sous forme de palette. Donc c'est même fonctionnement que la fonction affichage, avec la possibilité d'afficher ou de masquer de manière groupée ou pas les différents éléments statiques. Et si on change d'environnement, on va retrouver cette fonctionnalité également. Donc là, on n'est plus dans l'environnement dit statique horizontal, on est par exemple dans DICAM et on a par exemple à l'écran l'affichage des zones de vent sans calcul qui sont automatiquement définies. On peut avoir aussi les résultats statiques via cette boîte de dialogue si on a lancé le contreventement. Donc la possibilité d'afficher simplement les objets via une fonction d'affichage qui est similaire à la fonction affichage générale et des possibilités de contrôle disponibles dans DIStatic horizontal mais aussi depuis les autres environnements comme DICAM. Donc je vous remercie pour avoir suivi cette présentation. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. On reste disponible bien évidemment si jamais il y a des questions qui vous viendraient après coup ou après avoir installé la version 24. Et puis on vous souhaite une bonne après-midi. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va interrompre cette présentation.